Le Zoom de Smart Impact, on parle de réindustrialisation verte avec Sévan Torossian. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur du département études et recherche chez Arthur Lloyd, réseau de conseils en immobilier d'entreprise. Vous annoncez plus de 3000 transactions émissions chaque année. Sur quel type, on parle de quoi? Sur quel type d'actifs immobiliers? Les locaux professionnels, les locaux d'activité, les locaux tertiaires, donc les bureaux, les entrepôts logistiques, le commerce, tous les locaux de l'immobilier professionnel. Nous accompagnons les entreprises, les industriels. Pour acheter, pour vendre? Voilà, dans leur recherche d'implantation dans les territoires. Et vous publiez chaque année votre baromètre de l'attractivité des territoires. On va beaucoup se concentrer dans cette interview, dans ce Zoom, sur la réindustrialisation verte. Mais peut-être la leçon générale de ce baromètre, c'est la 8e édition. Tout à fait. L'attractivité, c'est une notion complexe, large. Nous, on aborde ça avec plein d'indicateurs. La leçon générale, c'est que tous les territoires, en fait, ont leur chance, pour peu qu'il y ait un alignement entre la volonté politique, les moyens qui sont mis en place et l'émergence d'écosystèmes économiques. Donc, il y a de bonnes énergies partout en France. Et sur la réindustrialisation verte, notre focus, qu'est-ce qu'on peut en dire cette année? Alors, réindustrialisation verte, quand on parle de ça, il s'agit en fait d'annonces d'investissement des industriels dans les filières de la transition énergétique, dans les filières de la transition climatique. Et donc, 2024 a été une année plutôt performante avec un petit peu moins de 24 milliards d'euros d'investissement en France, en légère baisse par rapport à l'année 2023. Mais l'année 2023 était record, quoi. Exceptionnel, voilà, exceptionnel. On compare la moyenne à 5 ans, était à 14 milliards d'euros. Vous voyez, donc on est à 24. Donc ça reste on est quand même sur une très bonne année, compte tenu en plus du contexte qui s'est dégradé évidemment en 2024. On va découvrir le top 10 des départements les plus attractifs. Donc ce sont les montants investis dans les filières liées à la transition climatique, avec un podium, la Seine-Maritime en première place, le Bas-Rhin, la Somme. Puis on voit ensuite les Bouches-du-Rhône, les Vosges, Haute-Vienne, Haute-Pyrénées, Nord, Haute-Garonne et l'Aisne. La Seine-Maritime, c'est quand même assez massif. Alors, déjà, comment vous définissez, c'est vraiment des promesses d'investissement? Comment vous définissez les critères, Tout à fait. Alors, on s'appuie sur notre partenaire de la Trendéo, donc qui est spécialiste sur l'analyse des projets d'investissement en France et dans le monde. Et donc, on consolide toutes les données sur les annonces d'investissement donc de ces industriels, par exemple dans les filières des énergies renouvelables, par exemple quand il y a une usine de création, de construction de pompes à chaleur, par exemple sur les gigafactories de batteries, toutes ces nouvelles filières, l'hydrogène vert, toutes ces nouvelles filières qui vont nous permettre d'assurer la décarbonation de nos modes de vie et qui, voilà... Mais avec, alors ce que je lisais dans le baromètre, moins de petits projets, c'est ça? Oui, c'est l'une des leçons de l'année. Un petit peu moins de petits projets. Au total, on a 392 projets d'investissement qui ont été recensés donc, en 2024, avec, il est vrai, un petit peu moins de petits projets sur le segment de moins de 10 millions. Comment ça s'explique ça? Tout simplement parce qu'il y a eu une légère baisse en fait, sur la filière batterie et sur la filière énergie renouvelable, tout simplement parce que ce sont des projets de plus en plus capitalistiques. Et donc, tout simplement, on a un mouvement de balancier de volume plus faible vers des plus gros montants. Il y a eu plus de 30 projets de plus de 100 millions d'euros. Donc on a quand même un mouvement de balancier, mais au global, on a quand même des volumes d'investissement qui sont importants en 2024. Vous parliez des incertitudes. Il y a les incertitudes politiques françaises et puis les incertitudes géopolitiques. On va évoquer ces deux thèmes. Mais à quel point, effectivement, l'année 2024 qui a été bousculée politiquement avec l'absence de gouvernement, un gouvernement Barnier qui a sauté très vite. Enfin bon, voilà. À quel point ça a pu freiner des projets comme cela? Parce qu'ils sont souvent dépendants d'une partie de financement public quand même. Bien sûr. Alors, c'est vrai que les industriels, dans les filières vertes comme dans les autres filières, ont besoin de stabilité, lisibilité, sur le contexte politique, institutionnel, fiscal, vous avez raison de le souligner. Ça a pu freiner effectivement des investissements. Également le contexte financier, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un petit peu moins d'argent public avec le durcissement des conditions de financement, avec la remontée des taux au niveau de la BCE. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'argent public qui, jusqu'à maintenant, soutenait largement ces filières.
malgré tout, je trouve qu'une baisse de 10% des volumes d'investissement, c'est pas si catastrophique compte tenu effectivement de cette dégradation du contexte que vous venez de souligner. Oui, avec quand même beaucoup d'élus qui veulent revenir notamment sur les objectifs de la loi ZAN, la loi zéro artificialisation nette. Ce zéro, il est pour 2050, mais il y a une diminution de 50% qui était prévue dès 2030. Comment vous l'analysez ça? C'est quand même une forme de coup d'arrêt, parce qu'on pourrait rajouter d'autres notions. Hein, je ne vais pas tout citer, mais les ZFE, les zones à faible émission, on peut parler d'agriculture, enfin bref. Est-ce que ça impacte par ricochet, par effet de capillarité, les projets de transition environnementale et les investissements dont on parle dans ce baromètre? Écoutez, nous, quand on parle avec les industriels, en fait, alors il y a plusieurs critères. Il y a l'accès à l'énergie, il y a la main-d'œuvre, la volonté politique, mais le sujet du foncier, et c'est le métier d'Arthur Lloyd, c'est d'accompagner les entreprises sur le volet immobilier. Le sujet du foncier, il est vital, tout simplement parce que quand il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de possibilité d'implantation, finalement, ce sont des industriels qui renoncent à s'implanter. La traduction concrète, quand il n'y a pas de foncier, en général, dans l'immobilier, c'est un rapport d'offre et de demande, ça fait monter les prix. D'accord. Donc en fait, au final, quand il n'y a pas de foncier, ça vient renchérir aussi les coûts d'implantation. Et donc, est-ce que vraiment on veut rajouter des barrières Mais ça veut dire quoi? Cette loi ZAN, elle était... Parce qu'on peut aussi se poser des questions sur la façon dont les textes environnementaux ont été pensés. Parfois, ils sont trop compliqués. Elle a été mal fagotée, mal pensée, cette loi, pour vous? De croire qu'on pouvait mettre la même règle partout, de manière unique et de manière égalitaire dans tous les territoires de France, alors qu'il y a des territoires qui sont en fort développement, ou des territoires sur lesquels il y avait des capacités, des possibilités, c'était peut-être une erreur. Il y a des évolutions récentes avec une proposition sénatoriale pour faire évoluer cette loi ZAN. Il se trouve qu'on a déjà en France, et c'est tant mieux pour la protection de l'environnement, un code de l'urbanisme et un code de l'environnement parmi les plus draconiens au monde. La loi ZAN, elle venait d'une certaine manière rajouter encore un peu de la complexité et rajouter une marge supplémentaire à la capacité des industriels, mais aussi de tous les acteurs économiques à s'implanter dans les territoires. Mais il y a aussi la loi Industrie Verte, par exemple, qui promeut, qui à la fois prévoit de réduire des délais d'implantation, quand on parle de réhabiliter ça, et puis de réhabiliter les friches. Alors, ça peut sembler contradictoire. D'un côté, on dit on freine un peu sur la loi ZAN, de l'autre, il faut accélérer sur la réhabilitation des friches. Il y en a encore des friches, d'ailleurs, à réhabiliter. Il y en a encore. Les friches, c'est un sujet assez complexe parce qu'il y a des problématiques techniques, des pollutions par exemple, des problématiques financières parce qu'il y a un surcoût. Et le vrai défi des friches, c'est comment on arrive finalement à reconstruire sur des friches. Et donc finalement, on se rend compte qu'on a besoin encore d'un soutien public. Ça coûte plus cher, quoi. Ça coûte plus cher tout simplement que de faire du greenfield, de construire sur... Toujours est-il que c'est vertueux d'un point de vue environnemental, évidemment. C'est ce qu'il faut privilégier. La reconstruction de la ville sur elle-même, reconstruire des sites industriels sur d'anciens sites industriels, et on a plein d'exemples. C'est évidemment ce qu'il faut faire, mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Donc il faut un accompagnement des collectivités locales et ou de l'État. Bien sûr. Et voilà, il y a des fonds pour ça, mais peut-être pas suffisamment. Oui, et puis surtout des arbitrages budgétaires qu'on a vus. Je reviens au baromètre et à ces investissements dans les filières climatiques. Est-ce qu'il y a des filières climatiques, je simplifie, plus dynamiques que d'autres aujourd'hui? Oui, incontestablement. La filière batterie, véhicules électriques, pour lequel certaines régions en France ont de vrais atouts à faire valoir. Je pense à la batterie Vallée, notamment dans les Hauts-de-France, par exemple. Les Hauts-de-France, la carte des départements les plus dynamiques, il y en a vraiment beaucoup qui sont dans le nord de la France. Tout à fait. Vous savez, les Hauts-de-France, depuis qu'on fait cette étude, on concentre... Depuis 2019, 70% des investissements qui ont été faits dans la filière batterie véhicules électriques. Donc il y a une vraie concentration en fait, des acteurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'industries automobiles qui sont implantées dans les Hauts-de-France, dans le Valais-Sénois, dans le Gouésy, etc. Et donc, il y a une vraie, facilité, si vous voulez, une vraie logique à avoir les producteurs de batteries à côté des producteurs automobiles. Il y a d'autres filières qui se distinguent aussi. Il y a la filière d'hydrogène vert. Il y a des acteurs, par exemple, qui proposent des solutions assez innovantes, par exemple sur le kérosène vert, notamment en Seine-Maritime, où il y a eu aussi un boom des investissements dans les filières vertes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'industrie aéronautique va avoir besoin de kérosène vert, décarboné,
pour faire voler les avions. Donc il y a vraiment de nouvelles filières qui sont en train de s'implanter. Et la bonne nouvelle pour nos territoires en France, c'est que tout ça est vecteur d'emploi, de création d'emplois. Ouais. Donc on est dans un changement de monde. Il y a effectivement des secteurs qui vont moins bien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces de plans de licenciement, mais il y a aussi des filières qui sont naissantes et qui, elles, créent des emplois. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les territoires qui sont parfois même éloignés des grandes métropoles. Avec effectivement un dernier mot, 30 secondes. Alors là, on est vraiment sur l'aspect général, l'attractivité des territoires. Sur l'emploi, c'est toujours les métropoles qui attirent l'emploi, quoi. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Ouais. Les métropoles sont effectivement des moteurs de l'emploi en France, clairement. Quand on parle de Toulouse, de Montpellier, de Lille, de Lyon, Rennes, oui, ce sont toujours des bastions en termes de création d'emplois. Mais c'est vrai qu'au niveau général, on a quand même un ralentissement très fort des créations d'emplois par rapport à ce qu'on a connu post-Covid, voire même maintenant des destructions nettes d'emplois. Donc on a un défi là pour l'année 2025. Et peut-être que ces filières vertes, justement, sont l'occasion d'avoir des créations d'emplois dans des nouvelles filières. Et voilà, par exemple, pour le Nord, on parle de 20 000 créations d'emplois, vous voyez, dans la filière des batteries. Merci beaucoup, Sévan Torossian, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.